Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous allons démarrer avec cette information. Le chargé de communication du parti PASTEF est présentement dans les locaux de la section de recherche de Colobane. El Malick Ndiaye a été arrêté cet après-midi alors qu'il est toujours sous bracelet électronique. Son avocat, Maître Moussa Sarr, confirme l'information mais ignore pour le moment les motifs donc de l'arrestation de son client. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Début du processus d'examen donc des conclusions du dialogue national à l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués demain en session extraordinaire à partir de 10h. Il sera d'abord donc question d'examiner la loi de révision constitutionnelle pour se pencher ensuite sur le code électoral, informe le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Abdoumbo, justement, que je propose d'écouter. Il est interrogé par Aïssata Ndiaye-Fall. On va d'abord examiner la loi de révision constitutionnelle avant d'examiner le code électoral. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi qu'on a reçue pour la révision de la CREI. Non, c'est plutôt l'instauration d'un parquet financier. Parce qu'on a jugé nécessaire, même dans l'exposé des motifs, quand tu le lis, on a jugé nécessaire que souvent les magistrats ont des difficultés et ne sont pas spécialisés pour, par exemple, faire le jugement de ces crimes financiers. On aura un parquet au lieu financier. De la CREI, il y aura la CREI, mais il y aura un parquet financier spécialisé dans la répression des délits financiers. Donc voilà un peu ce qu'on va ça va modifier le code pénal, le code de procédure pénale sénégalais. C'est une loi de 1965. Donc juste pour dire que il y a des lois, ce sont des lois importantes et que la session extraordinaire est convoquée le lundi à 10h. Aussitôt après, il y aura une conférence des présidents et c'est au niveau de la conférence des présidents qu'on va déterminer l'ordre du jour d'examen de ces projets de loi-là. Donc, ce n'est pas encore fait, c'est lundi que ça va se faire. Lundi, il y aura l'ouverture officielle, après, il y aura la conférence des présidents, aussitôt après, et c'est au niveau de la conférence des présidents qu'on va déterminer le calendrier des travaux. Et comme conséquence... Des ministres face aux parlementaires de l'Assemblée nationale sur la table du président de l'Assemblée nationale, justement, deux projets de loi, l'un modifiant la Constitution et l'autre, bien naturellement, modifiant le code de procédure pénale. Le premier point fait déjà polémique en ce qui concerne l'article 87 de la Constitution. Doudou Wade, lui, réclame au sursaut national des députés pour sauver, dit-il, le Parlement. L'ancien parlementaire indexe une modification qui va donc permettre au chef de l'État de modifier ou de dissoudre tout simplement l'Assemblée nationale à sa guise. Je vous propose justement d'écouter les explications de Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Il est joint au téléphone par Pape Ibrahima Ndiaye. Maintenant, on nous dit, que dit le texte? Le texte dit que le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis des deux autorités, le président de l'Assemblée et le Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale par décret. C'est-à-dire donc pouvoir du président de la République. Mais immédiatement, le constituant sénégalais met un verrou. Et il dit, toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les 2 premières années de la législature. C'est extrêmement important. C'est pourquoi le président Macky Sall, depuis 2022, ne pourra dissoudre l'Assemblée nationale qu'au mois de septembre 2024. Parce qu'il a les mains liées dans ses propres possibilités, dans son propre droit de dissolution. Mais aujourd'hui, le texte qui nous est proposé supprime ce verrou. Par conséquent, si le texte est adopté, le président peut à tout moment dissoudre l'Assemblée. D'abord, il pourra dissoudre. Nous sommes au mois de juillet, il pourra dissoudre au mois d'août. Mais août, septembre, octobre, novembre, le président peut encore dissoudre l'Assemblée. Parce que les délais qui lui sont impartis dans l'organisation des nouvelles élections et l'installation, ça fait au maximum peut-être 100 jours. Cela veut dire qu'en tous les 100 jours, un président de la République au Sénégal peut dissoudre son assemblée. Pour ça, nous n'avons plus l'équilibre du pouvoir. Nous avons une assemblée dont les mains et les pieds sont liés autour du cou. Des textes de loi qui, après adoption et promulgation donc par le chef de l'État, vont permettre à Karim Wade et Khalifa Sall de pouvoir retrouver leurs droits civiques et politiques. Mais ce qui semble intéresser les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est cette question: qui
pour être candidat de la coalition présidentielle à la présidentielle donc de 2024. À cette question, le porte-parole adjoint du parti politique, oui, APR, n'a pas la réponse, mais lève un point du voile en donnant quelques critères. Ainsi, Abdou Mbow, qui avait initialement estimé lors d'une réunion du secrétariat exécutif national de l'APR, celui qui devrait être le candidat doit être issu, bien sûr, du parti APR, semble avoir changé de discours devant le jury du dimanche. Face à Aïssata Ndiaye toujours, Abdou Mbow a lancé un appel au leader du PASTEF. Je propose d'écouter son discours dans cette synthèse du jury du dimanche. Les gens en politique doivent prendre leur courage à deux mains et dire ce qu'ils pensent. Cependant, devant le jury du dimanche, Abdou Mbow a préféré le taire. En réunion du secrétariat exécutif national de son parti, le porte-parole adjoint de l'APR soutenait que le successeur du président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar doit être un responsable de la première heure de son parti, avec à la clé une base électorale solide. Aujourd'hui, il explique son revirement. Quand on a quelque chose dans la tête, il faut le dire. Mais aussi, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'une personne peut se tromper. Il faut avoir l'humilité d'accepter les avis des uns et des autres. Au-delà de ces critères, mais il y a la compétence. Au-delà de ça aussi, il faut être un homme de consensus. Mais aussi, il faudrait mettre au Sénégal au-dessus de tout. Abdou Mbow se présente comme l'avocat de tout le monde contre Ousmane Sonko. En ce qui concerne le discours du leader de PASTEF après l'interdiction de sa cérémonie d'investiture, le député ne fait aucun commentaire, mais donne des conseils. Parce que s'il y a aujourd'hui des jeunes Sénégalais qui sont morts lors des manifestations, c'est parce que Ousmane Sonko a appelé à un mortal combat. Ousmane Sonko a dit aux Sénégalais « Koudé se nday jurat ». Sortez, résistez. Je pense que si j'ai un conseil à lui donner, c'est de demander pardon aux Sénégalais. Tout court. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Et vous n'avez pas d'appréciation particulière par rapport à ce qu'il a dit? Absolument pas. Lui, comme je vous l'ai dit, il n'a qu'à demander pardon aux Sénégalais. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Il va même plus loin en réitérant les propos attribués à son mentor. Ousmane Sonko et son parti sont tout le temps dans la provocation. Il défend la position de l'autorité administrative qui a interdit l'investiture d'Ousmane Sonko en vue de l'élection présidentielle. Le leader du mouvement Demain c'est maintenant est quant à lui revenu sur le processus électoral. Mamoudou Ibra Kane espère une présidentielle calme et surtout transparente. En visite à Medina Baye, il a lancé un appel à la jeunesse et surtout aux autorités de traiter les jeunes, la jeunesse donc qui représente près de 70% ou plus de 70% de la population sénégalaise, à traiter donc cette jeunesse avec déférence. Nous écoutons le discours de Mamoudou Ibra Kane interrogé par Adama Sarr et Astou Mbaye. Je ne vois pas le pire. D'ailleurs, moi je ne crois pas qu'il soit judicieux toujours de convoquer le pire. Je crois que personne n'a intérêt à ce que le pire se produise parce que le pire ne laissera personne indemne. Il faut que nous soyons responsables, que nous sachions que nous sommes dans un contexte qui est très agité dans notre sous-région, mais au-delà, au niveau même continental, voire mondial, que nous faisons face à des défis qui sont des défis sécuritaires, nous faisons face à des défis de développement, nous faisons face aussi à des défis liés aux besoins de la jeunesse, aux espoirs de cette jeunesse sénégalaise. Quand on vous dit que nous avons 75% de la population du Sénégal qui a moins de 25 ans, ça veut dire que notre population est essentiellement jeune. Cette jeunesse mérite d'être prise en charge, elle mérite d'être éduquée, elle mérite d'être formée, elle mérite qu'on lui parle dans un langage qu'elle comprend, pour qu'elle soit justement un levier de développement, qu'elle ne cède pas au désespoir, qu'elle ne pense pas que la seule solution c'est de ces aventures périlleuses à travers des embarcations de fortune par voie maritime, parfois par voie terrestre et même aérienne. Non, il faut appeler cette jeunesse sénégalaise à se dire qu'il est possible, toog fi, tekk fi, mën na nekk.
Moi, je pense que le conseil, si on peut parler de conseil, mais c'est plus un appel. Un appel donc à la paix, un appel à la sérénité, un appel aussi, il faut le dire, à une élection présidentielle calme, transparente, inclusive, nous l'avons dit, inclusive, démocratique et transparente. Un appel aux acteurs politiques comme non politiques d'ailleurs, aux citoyens. Un appel pour dire que le processus électoral doit être un processus transparent, qui doit être mené de bout en bout pour que le Sénégal soit présent au rendez-vous du 25 février 2024. Parlons à présent de tout à fait autre chose. 70 km de routes bitumées pour un coût global de 21 milliards de francs CFA sera donc construit à Malem-Hodar, un des départements les plus enclavés situés dans la région de Kaffrine. Pour preuve, ce projet est une première pour cette localité qui a 0 km, tenez-vous bien, 0 km de route goudronnée. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement qui a fait le déplacement dans la localité en compagnie donc du ministre de l'Urbanisme pour le lancement des travaux est revenu donc sur l'importance d'un tel projet. Je vous propose justement d'écouter Mansour Faye, il est au micro d'Omar Ndiaye. Ce programme va contribuer grandement à atteindre cet objectif, surtout dans le salon et le document, qui regorge d'énormes potentialités agricoles encore insuffisamment exploitées. Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, contribuerait à la relance économique post-Covid et à la politique de création d'emplois du programme fédéral. Le chantier de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-secrétaires et vont générer plus de 50 000 emplois. Par son ampleur sans précédent au Sénégal, il va toucher directement 2 Sénégalais sur 3, soit à peu près 11 millions de personnes. Il est prévu le bâtiment de l'Europe, le Malem-Hodar, Delbi, Darminum et la nationale Malem-Tcherin, sur environ 78 km, qui va permettre le désenclavement de vaste zone économique. Au même moment, les habitants de Sangué, dans le département de Thiès, attendent depuis longtemps d'être accordés au réseau d'eau de Keur Momar-Sarr 3. C'était pourtant une promesse de Serine Beitia, ministre de l'eau et de l'assainissement. Une promesse donc qui tarde à être réalisée. Les habitants justement ont manifesté en organisant une marche donc ce samedi pour exprimer leur impatience. Actuellement, ils sont approvisionnés en eau par un forage, mais la qualité de l'eau est insatisfaisante, disent-ils, ce qui a donc conduit à des plaintes contre la société Aquatec qui gère l'approvisionnement en eau dans cette zone. Je vous propose d'écouter les explications de Isidore Alexandre Sen dans ce compte rendu. De l'eau potable pour tous, ce slogan cher au président Macky Sall épouse, selon les populations de Sangué, un ralent sélectif. Elles ont battu le pavé pour se faire entendre. Nous clamons de l'eau potable parce que nous sommes des Sénégalais. Ou bien si nous sommes des Sénégalais à part entière, qu'on nous fasse comprendre ça. On ne prend pas. On est allé plusieurs fois chez le directeur de l'Aquatec. On a réclamé, on a fait des réunions, ils sont venus ici, mais le problème reste toujours entier. On ne comprend pas. Djibidon Diouf rafraîchit la mémoire au ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Depuis l'avènement du réseau KMS3 dans le village, la promesse a été faite au village que désormais, le problème d'eau auquel le village était resté confronté pendant des années allait connaître une fin. Parole de Serine Beitia, ministre de l'eau et de l'assainissement, en présence de son collègue M. Alun Sarr. Aquatec en a également pris pour son grade. Ne regarde que ses intérêts financiers au détriment des intérêts de la population. Pourquoi je dis cela? Parce qu'Aquatec a trouvé sur place un réseau bien installé, avec un puits déjà foré. Donc, ils ne font que commercialiser l'eau, ils n'ont pas dépensé, ils n'ont pas fait de frais. Et cette eau qu'ils commercialisent leur revient à 250 francs le mètre cube. Sangué et sa population titillent pourtant le tuyau de Keur Momar-Sarr 3 qui dessert de grandes villes, d'où les interrogations de l'adjointe au maire. Ça passe chez nous. Et les puits sont chez nous, dans le Djobas. Ça passe par là, sur la route. La route est là, dans Sangué. Ça passe pour desservir Thiès et vraiment desservir aussi Dakar. En plus de la qualité peu enviable de l'eau, les milliers d'habitants du village de Sangué jugent trop salées les factures. D'ailleurs, une décision de ne plus s'acquitter du paiement de ces dernières a été prise par le collectif pour la défense des intérêts de Sangué.
Et puis, le saviez-vous, le secteur de la construction représente 12,37% des activités professionnelles au Sénégal, selon donc le rapport annuel des statistiques du travail. À Dakar, les chantiers poussent comme des champignons, un secteur d'activité qui emploie bon nombre de travailleurs sénégalais dans une grande polyvalence de savoir-faire. Un métier finalement qu'on connaît peu, mais heureusement, Pierre Chenoun est là pour nous en dire plus. Regardez. Sur les travaux de la future grande mosquée du Point E, qui emploie une trentaine d'hommes, Abdoulaye Camara, chef de chantier, nous explique qui sont ces ouvriers qui y travaillent quotidiennement. Les maçons, on les retrouve comme des journaliers. Et les manœuvres aussi. Journaliers, c'est les gens qui travaillent surtout dans la journée. On les pointe la journée, du jour au lendemain. Mais on les fait d'une sorte de pointage. Jusqu'à une quinzaine de jours, après on les paye. Une paye qui varie selon plusieurs critères qui dépendent principalement du profil du maçon lui-même. S'il est un bon maçon, qui peut faire tout ce qu'on lui demande, ça peut augmenter aussi. Parce qu'il y a des maçons qualifiés qui peuvent faire tout. Et des maçons qui sait poser des agglos, et les maçons qui sait faire les enduits. Il y a des maçons aussi qui savent faire tout aussi. Mais avant d'arriver au statut de maçon confirmé, Abdoulaye leur tente une échelle que les travailleurs vont devoir monter. Il y a des gens qui viennent ici qui me disent qu'ils veulent être maçons, mais je les pris comme des manœuvres. Après, je travaille avec eux, avec ma connaissance. Dans un certain temps, je vais les faire des aides de maçons. Après, d'ici 2 ans, comme ça. Parfois, si le gars est un peu intelligent, ça peut faire 1 an comme ça. Après, ils vont devenir maçons. Maçon, un titre qui requiert tout de même une grande polyvalence de savoir-faire. Ce qu'attendent les chefs de chantier comme Abdoulaye. Pour moi, mes maçons, ils font tout, quoi. Parce que moi, en tant que moi, je n'aime pas les maçons qui sait poser les agglos seulement ou bien faire l'enduit. Mais si je prends un maçon qui sait faire tout. Au Sénégal, le secteur de la construction représente 12,37% des activités professionnelles exercées par les travailleurs du pays. Après celui du commerce, c'est le deuxième secteur d'emploi d'un Sénégal qui construit son développement. Et grâce à vous, chers téléspectateurs et auditeurs d'e-Radio, la calebasse de l'excellence honore le groupe E-Media Invest. Le groupe E-Media Invest, à travers bien sûr l'émission Tafsir 2.0 qui est choisie comme la meilleure émission religieuse du Sénégal. Une émission présentée en duo Oustaz Taïb Socé et Imam Biram Pouy. Les 2 présentateurs ont reçu le prix hier samedi. Une satisfaction de la direction d'E-Media Invest, mais également pour les 2 présentateurs vedettes qui voient ainsi leur travail récompensé. À ce propos, justement, je vous propose d'écouter Imam Biram Pouy par rapport à cette distinction, bien sûr. Imam Biram Pouy interrogé par Augustin Mandan et Pape Doudou Diallo. Être récompensé, recevoir des prix, des distinctions, c'est toujours un plaisir de voir son travail honoré par d'autres personnes ou bien par d'autres entreprises. C'est une fierté d'être ici à E-Media et de voir son travail, en tout cas ses émissions considérées comme quelque chose qui a un impact positif dans l'espace médiatique du Sénégal. Tafsir 2.0, comme son nom l'indique, c'est un concept, c'est une émission religieuse, mais qui a voulu être un peu équilibré, ne pas être seulement religieux, mais aussi intégrer ce qu'on appelle l'aspect fun, l'aspect mondain, pour attirer l'autre qui pense que la religion c'est 100% vieux ou bien ancêtre ou bien démodé. Essayer de montrer qu'on peut être spirituel, être jeune, on peut être spirituel, être aussi suivre son moment. Maintenant, l'esprit de base, c'était créer une émission interactive avec certaines choses que les gens connaissent très bien, qui maîtrisent son sujet, qui maîtrisent le texte. Maintenant, il fallait un autre contexte, un contexte nouveau pour que les jeunes puissent adhérer, n'est-ce pas, à ce concept de Tafsir 2.0.
Donc on l'a voulu, on l'a fait, les gens ont apprécié, les gens ont soutenu, n'est-ce pas, ce concept. Et voilà le résultat. Nous sommes très fiers, très contents de voir notre travail honoré comme ça. Et la joie qui se lit sur les visages ainsi que sur les nôtres. Félicitations, chers confrères. Ainsi s'achève ce rendez-vous avec l'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Rendez-vous sur www.emedia.sn pour plus d'informations. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.